Question maintenant, qui sont vraiment ces manifestants qui ont envahi le Capitole devant les caméras du monde entier? Et qui est cet homme en costume plutôt étrange? Les réponses signées Florent Crepseg. Tout commence avec l'image d'une aberration. Un président appelant ses troupes à marcher vers le Parlement. Dehors, la foule est arrivée devant le Capitole. Des centaines de personnes, les plus radicales parmi les supporters de Donald Trump. Des chrétiens évangélistes, des suprémacistes, des défenseurs des droits des hétérosexuels. Certains sont venus de très loin et beaucoup veulent en découdre. Les affrontements éclatent. Ils sont plusieurs dizaines à avoir réussi à entrer dans le Capitole et déambuler dans ses couloirs. Comme Richard Barnett. Il a 60 ans et vient de la petite ville de Gravette, dans l'Arkansas. Son trophée, il le montre à la sortie. Une lettre adressée à la patronne des élus démocrates, Nancy Pelosi. Il l'a prise sur son bureau dans lequel il a pris le temps de s'installer. Jack Angeli, lui, s'est carrément installé à la place du président du Sénat. Cet homme, avec les cornes, est un acteur, chanteur, venant de l'État d'Arizona. Ce déguisement et ses tatouages font référence à la mythologie et au folklore scandinave, lesquels inspirent largement les mouvements néo-nazis. Canon m'envoie, c'est ce qu'il proclame. Canon, symbolisé par la lettre Q, est un site complotiste affirmant qu'une guerre oppose Donald Trump aux élites de Washington, des médias et des milieux financiers. C'est la partie la plus extrémiste et heureusement la moins répandue chez les 74 millions d'électeurs de Donald Trump, dont on a constaté le pouvoir de nuisance au Capitole. Ségolène Royal, que vous inspire ce mouvement ? Ça m'inspire le fait que les franges extrémistes dans toute population et dans toute démocratie n'attendent souvent qu'une opportunité pour se manifester. Et là, l'appel à marcher sur le Capitole lancé par un président des États-Unis d'Amérique en exercice, c'est un phénomène extravagant, mais qui prouve à quel point, je le répète, la démocratie est extrêmement dangereuse. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'idéal serait que ce soit Donald Trump lui-même qui se retire pour transmettre le pouvoir à son vice-président, Mike Pence, dont il faut d'ailleurs saluer le comportement au Capitole. Mais est-ce qu'il le fera ? Est-ce qu'il le fera ? C'est-à-dire, soit il a l'intention de continuer la politique, puisque je rappelle quand même qu'il y a des élections dans 2 ans aux États-Unis, et à ce moment-là, il a peut-être intérêt à se retirer pour laisser quand même une image pas trop extravagante, même si ça sera difficile pour lui. Mais en tout cas, il peut encore avoir une opportunité de transmettre le pouvoir pour que les choses se passent calmement sur la transition. Soit au contraire, il pense que tout est perdu et qu'il ne reviendra pas en politique, et à ce moment-là, il va lâcher ses troupes. On a souvent coutume, Ségolène Royal, de dire coutume n'est pas raison, mais ce soir, par exemple, notre partenaire belge, la RTBF, se penche sur une comparaison, celle de ce qu'on voit là et le mouvement des Gilets jaunes en France. Quelle est votre position ? Est-ce que vous dites que ça a lieu d'être ou pas du tout ? Mais c'est dans dans beaucoup de pays aujourd'hui qu'il y a des révoltes sociales. Je pense que les choses ne sont absolument pas comparables, puisque le mouvement des Gilets jaunes est né d'une revendication sociale bien précise. La question du pouvoir d'achat et du reste à vivre en fin de mois à l'occasion de la création d'une nouvelle taxe très injuste, qui était la taxe carbone. C'est à partir de là que des petits retraités, et notamment des femmes, se sont mobilisés sur les ronds-points. Donc c'était facile à régler. C'est pour ça qu'il est très important que dans la vigilance de la gestion sociale des crises, on réponde aux préoccupations populaires. Oui, les Gilets jaunes, ce n'était pas pour défendre un dirigeant politique. Non, alors qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est une identité des suprémacistes blancs qui a une réalité politique sur laquelle Donald Trump s'est appuyé, que Donald Trump a flatté et qui correspond à une véritable identité politique existante, y compris et notamment dans les catégories populaires, il ne faut pas l'oublier. Donc cette réalité-là, elle est vigoureuse aux États-Unis d'Amérique. Je rappelle quand même que 75 millions d'Américains ont voté pour Donald Trump. Donc tous les discours d'une certaine élite sur le mépris à l'égard de Donald Trump et de ses électeurs n'a fait que chauffer à blanc, finalement, ses électeurs. Puisqu'on nous prédisait une victoire écrasante des démocrates, ça n'a pas eu lieu. Le scrutin a quand même été serré. Il y a eu ensuite les contestations sur les votes par correspondance qui ont été massivement démocrates, sur lesquels il n'y a pas eu de fraude, mais
encore aurait-il fallu peut-être une explication démocratique par rapport à ça, parce que ça a effectivement alimenté la conviction chez beaucoup de républicains, 75%, je le disais tout à l'heure, qu'il y avait eu fraude au cours des élections. Donc les gens qui viennent là, ils sont pas là pour renverser le pouvoir, ils sont sincèrement convaincus qu'on leur a volé leur élection. Qu'on leur a voté leur élection. Est-ce que c'est ce que Trump alimente ? Oui.